Christian, bonjour. Bonjour. Alors, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a éclaté en janvier 2018 avec la mise en place de taxes douanières, on s'en souvient peut-être, sur les panneaux solaires et les machines à laver. Et ce qui paraissait au début n'être qu'une rodomontade de la présidence Trump est devenu depuis l'un des principaux sujets de préoccupation du marché. Alors que les sanctions américaines à l'encontre de la Chine se sont étendues depuis plus d'un an et demi, l'activité en Chine ralentit, ce qui n'est bon ni pour le commerce mondial, ni pour les marchés. Du coup, pour beaucoup, la levée des sanctions américaines est la clé. Elle redonnerait immédiatement du peps à la Chine, du tonus aux perspectives de croissance et donc le sourire aux investisseurs. Raisonnement un peu spécieux à vos yeux. Vous dites, en ce qui concerne le ralentissement chinois, eh bien, la guerre commerciale est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oui, alors je nie pas l'impact de cette guerre commerciale, ça a un joug, mais il faut quand même relativiser. C'est-à-dire qu'on était quand même dans une économie chinoise qui avait déjà commencé à ralentir bien avant cette guerre commerciale. Et puis on peut s'amuser à faire une règle de 3. Il faut toujours faire attention en économie, mais regardez un petit peu. Les exportations totales de la Chine vers les États-Unis, c'est 4% du PIB chinois. Or, on sait que quand vous exportez un bien vers les États-Unis, vous avez un contenu à l'import, c'est-à-dire que la Chine ne produit pas tout sur son solde. Donc, en gros, il y a à peu près, d'après les estimations, 50% de ce qui est vendu à l'extérieur est importé par la Chine. Donc, en réalité, sa valeur ajoutée sur la création de richesse qu'elle crée sur les exportations américaines, c'est 2 points de PIB. Et puis là-dessus, faut tenir compte que tout n'a pas été taxé quand même. Alors, ça va venir. Peut-être M. Trump a promis de tout taxer, mais pour l'instant, si on tient compte de ce qui a été réellement taxé par l'administration américaine, et on est à peine sur 1 point de PIB. Et puis derrière chose, ces exportations elles sont pas arrêtées, même sur les produits taxés, il y a eu quand même quelques exportations. Et donc si on calcule maintenant la chute des exportations et qu'on le rapporte au PIB chinois, on est sur quelque chose qui est autour de 0,4%, 0,4 points de PIB. Donc je veux bien que ça ait un impact, même 0,4, 0,5 points de PIB. On va dire, on va arrondir, mais c'est quand même relativement négligeable pour être sur une économie qui croît sur un rythme de 6,5. Donc un impact marginal de la guerre commerciale sur le PIB chinois. D'ailleurs, on a un graphique que vous nous avez apporté qui est assez parlant puisqu'il montre bien que le ralentissement en Chine est bien antérieur en effet à ces bisbilles sino-américaines et que certes on a une accélération peut-être un petit peu depuis, mais le ralentissement prévalait avant. Alors justement, ce ralentissement, est-ce que certains nous disent bon c'est normal puisque l'économie chinoise se normalise, mais est-ce que finalement il n'est pas dû à un gros problème qui ne me semble pas encore traité suffisamment par les autorités chinoises, qui est le surinvestissement. Je vais donner un chiffre. En 2015 encore, le PIB, enfin les investissements représentaient 45% du PIB chinois. C'est un record mondial. Est-ce que là, on n'a pas un gros problème, un gros déséquilibre qui explique aussi le ralentissement actuel? Alors c'est ça, c'est surtout la mauvaise allocation de ces investissements. C'est-à-dire que après tout, qu'un pays qui est jeune, qui a besoin d'équipement, qui doit faire des lignes de TGV, pourquoi pas, il y a un investissement élevé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu beaucoup d'investissements réalisés dans l'économie chinoise, qu'ils ont du mal finalement à faire la bascule, parce que idéalement, le gouvernement chinois aurait aimé que ça soit la consommation qui prenne le relais, avec une très forte hausse de la consommation et cet investissement qui diminue, parce que finalement, on n'a pas besoin de tant de pompes que ça. Au bout d'un moment, ils ont été construits. Et finalement, on aurait dû avoir cette bascule et ça ne s'est pas fait. Et on continue d'investir. Alors toute la question aujourd'hui, c'est est-ce que ce ralentissement chinois n'est pas lié finalement à ces mauvais investissements? Parce que si vous investissez... Mauvaise allocation du capital. Voilà, je vous prends un exemple, vous investissez sur un pont que personne ne traverse, sur le coup vous avez quand même l'impact sur la croissance parce que vous avez construit le pont, mais demain vous n'avez pas, les personnes ne traversent pas ce pont, donc demain vous n'avez pas d'effet multiplicateur de cet investissement. Et le gros risque qu'on a eu, c'est qu'on a beaucoup investi dans le passé, on a énormément injecté des liquidités dans ces investissements d'infrastructures, mais quelle est la rentabilité finalement? Si c'est pour avoir fait des bureaux vides, on n'a pas généré de croissance continue. Donc il y a une mauvaise allocation finalement des ressources pour générer de la croissance ensuite. Et certains pointent également un problème du côté de la productivité du travail.
Oui, c'est clairement. Alors ça, c'est un autre problème, hein. Alors c'est une grosse boîte noire, la Chine, on sait, mais on sait très clairement qu'aujourd'hui, on a des problèmes d'entreprises d'État qui ont des profitabilités et de la productivité au travail qui est nettement inférieure au secteur privé, ça se voit dans les statistiques. Maintenant, derrière ça, naturellement, il y a tout un poids de ces entreprises d'État. On sait que ces entreprises d'État produisent en fonction du plan décidé par l'administration. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on crée comme croissance? Quelle est la vraie productivité du travail? Et là, il y a vraiment clairement un problème d'efficience du travail en Chine. Alors, la productivité, c'est aussi le nombre de personnes en capacité de travailler. Or, ça nous amène à la démographie, et la démographie explique aussi, sans doute, une partie du ralentissement. Ce ralentissement est structurel, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, qui compte beaucoup sur la croissance chinoise pour servir de locomotive. Oui, parce que là, on était encore sur des facteurs un peu de court terme, conjoncturels, mauvaise allocation. On a essayé d'injecter, finalement, on a essayé de stimuler la croissance, mais là, on tombe aussi sur des facteurs beaucoup plus long terme qui sont puissants. Il ne faut pas les sous-estimer, c'est vraiment des facteurs puissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le nombre de votre croissance économique, c'est le nombre de gens qui travaillent et l'efficience de ces gens. Donc on met de côté la partie efficience des marchés, mais on va juste regarder le nombre de gens qui travaillent tout bêtement. Est-ce que ces gens-là sont nombreux? Est-ce qu'ils sont toujours plus nombreux pour assurer cette croissance supplémentaire? Alors justement, on a deux graphiques qu'on va faire apparaître l'un après l'autre et qui sont particulièrement significatifs et signifiants. Alors le premier, ce sont les différentes tranches d'âge dans la population chinoise, pour bien matérialiser le vieillissement de cette population. Est-ce que vous pouvez le commenter, Christian? Oui, c'est simple, tout simplement. On voit les différents poids des différentes tranches d'âge dans la population totale. Pour vous donner une idée, les deux extrêmes entre les deux courbes, c'est la population active. Donc plus ces deux courbes s'éloignent, plus vous avez une augmentation de la population active, plus elle se resserre. Vous parlez de la courbe blanche du haut et la courbe rouge du bas, effectivement. Et il y a un autre point qui est très intéressant, c'est qu'on prévoit le croisement de la courbe des plus de 65 ans qui passera au-dessus de celle des 14 ans et moins aux alentours de 2025. Voilà. Et ça, c'est quand même un élément, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont en tête, mais c'est quand même un pays qui vieillit assez rapidement en Chine. Alors, c'est naturellement la politique de l'enfant unique, on a tous ça en tête. C'est cet élément-là qui aujourd'hui se paye en termes de démographie, en termes de dynamisme de la population active. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir, l'image de cette Chine qui a des travailleurs très abondants, que c'est très facile de produire en Chine, on va commencer à avoir une population active qui se raréfie et finalement qui pourrait peser sur la croissance. Et le problème aussi pour la Chine, c'est que ce vieillissement se produit alors que le pays n'a pas opéré complètement la bascule vers un modèle social conforme un peu à ce qu'on retrouve dans les pays développés. Oui, alors c'est vrai, c'est peut-être une contrainte, peut-être un élément positif, mais on est encore dans un pays aujourd'hui qui est en voie de développement, on voit émerger cette classe moyenne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce pays a pas mis en place finalement une classe moyenne suffisamment élevée, suffisamment importante pour lui assurer cette croissance de cette consommation. Alors, on a remis à l'écran ce graphique des différentes tranches d'âge dans la population chinoise. Je veux bien que vous l'ayez à l'œil, je parle à nos spectateurs, parce qu'on va faire apparaître immédiatement celui des différentes tranches d'âge dans la population japonaise. Alors là, c'est depuis les années 60, et on a l'impression d'avoir exactement le même graphique, un graphique identique sous les yeux. Alors là, on n'est pas dans les projections, on est dans le réel, avec un croisement des courbes des 14 ans et moins et des plus de 65 ans entre 95 et 97. Il y a un étrécissement de la population active très marqué depuis, étrécissement qui ne fait que se poursuivre. Voilà, alors c'est peut-être dit, je vais dire, de manière un peu carrée, mais on est finalement sur une Chine qui ressemble au Japon, juste avant finalement cette longue phase de croissance molle qu'on a observée ensuite au Japon. Donc on voit l'impact des éléments démographiques, je pourrais vous faire la même chose sur l'Italie, on voit qu'il y a aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, la croissance dans le long terme, je ne parle pas de la croissance conjoncturelle, mais cette croissance de long terme est quand même très très dépendante de votre population, de l'âge de votre population, parce que forcément des jeunes, ils ne vont pas consommer la même chose que des
des plus âgés. Je prends un exemple, quand vous avez des changements de panier de consommation, quand vous êtes jeune, vous allez consommer de l'enseignement, vous allez acheter une voiture. Quand vous êtes beaucoup plus âgé, vous aurez sûrement d'autres consommations qui seront plus des personnes d'aide à la personne. Mais donc vous transformez votre économie, sauf qu'on voit que ce mouvement assez rapide en général coûte cher en termes de points de croissance et vous ne pouvez pas avoir une croissance aussi forte si vous avez une population active qui diminue et une population totale qui vieillit. Donc là, on a eu deux graphiques quasiment analogues. On va en voir un autre, c'est l'évolution du PIB potentiel de la Chine et du Japon. Alors, ce qu'on voit à l'écran, donc, ce sont deux courbes. La courbe du PIB chinois potentiel, enfin de la croissance du PIB chinois potentiel, et celle du Japon, avec deux échelles de temps un peu décalées. Donc, en haut, on a l'échelle de temps qui concerne le Japon. En bas, on a celle de la Chine, pour qu'on soit clair. Là encore, on voit que les courbes suivent la même trajectoire. Cela dit, la croissance japonaise, elle est aujourd'hui tout de même assez éthique, anémique. Elle stagne. La croissance chinoise va rester tout de même plus vigoureuse. Oui. Alors, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, l'objectif du gouvernement, c'est de 6,5 de croissance. Pour nous, c'est difficile à estimer, mais on serait plutôt autour de 6, croissance potentielle. Donc déjà, le gouvernement, il est un petit peu au-dessus de cette croissance potentielle. Et puis surtout, d'ici 20 ans, on pourrait tomber à 3,5 en Chine de croissance. Petite division par deux, on va dire, de cette croissance potentielle. Alors, ça peut paraître 3, c'est déjà bien, on va dire, en France, si on avait tout le temps 3, on serait content. Mais c'est quand même un choc. C'est quand même un choc. Rappelez-vous que la Chine, ça a été quand même le moteur de croissance de l'économie mondiale. Près d'un tiers de l'économie mondiale a été dynamisé par cette Chine. Que la Chine a consommé énormément de matières premières au cours des derniers cycles parce qu'elle avait ce besoin d'infrastructures. Et là, on est quand même véritablement dans un choc démographique avec une population qui va vieillir, qui aura pas les mêmes besoins, et puis derrière, le gouvernement chinois peut toujours essayer de relancer son économie. Je pense que conjoncturellement, on réussit sur 1 ou 2 ans, mais le Japon l'a très clairement montré. On peut mener une politique monétaire ultra accommodante, on peut faire du déficit public, on peut faire des politiques de relance, et on s'aperçoit in fine que la démographie l'emporte sur tout, et qu'on n'arrivera pas au Japon à avoir 3% de croissance, parce qu'on a fait des politiques, ces fameuses flèches qu'on devait lancer, qui devaient relancer l'économie japonaise. Ça a été un échec, et attention que la Chine ne fasse pas la même erreur, parce qu'on voit que dès qu'il y a un ralentissement, dès qu'on est en dessous des 6,5% voulus par l'État central, on nous parle de baisse des taux, de relance budgétaire, de baisse d'impôts auprès des ménages. Ça stimule à court terme, mais on voit que fondamentalement, on est quand même bien dans une vraie logique de moyen-long terme de ralentissement. Alors là, on joue à se faire peur, mais est-ce qu'il n'y a pas un point de divergence notable entre la Chine et le Japon, Christian, qui est que les graphiques qu'on vient de voir qui concernent le Japon ne mentionne pas le fait que sa classe moyenne était d'ores et déjà développée au moment où tout ça s'est produit, tous ces phénomènes démographiques se sont produits. Or, la Chine, elle, est en train de constituer sa classe moyenne et donc d'augmenter le niveau de vie de sa population, ce qui rendrait tout de même beaucoup moins douloureux le basculement vers une économie de la consommation. Ah oui, ça c'est la grosse différence, c'est peut-être une lueur d'espoir. Cette lueur, c'est le fait qu'aujourd'hui, la Chine, clairement, peut équiper encore une grosse partie de sa population, mais il faut juste qu'une partie de cette population aujourd'hui qui n'est pas dans la classe moyenne puisse monter en gamme, puisse arriver à cette classe moyenne. Le gouvernement chinois en a conscience. Il parle véritablement d'augmenter en valeur ajoutée dans sa production, c'est-à-dire qu'il faut créer plus de richesses mais à plus forte valeur ajoutée pour mieux payer ses salariés et derrière augmenter, faire grossir cette classe moyenne. Donc on n'est plus sur une croissance qui s'appuiera finalement sur plus de gens qui travaillent, mais sur des gens plus productifs qui seront donc mieux rémunérés et donc qui pourront derrière acheter des machines à laver, des frigos, des téléviseurs, donc s'équiper et mieux vivre. Donc ça c'est le scénario idéal finalement, c'est cette croissance par cette classe moyenne et on voit que le gouvernement aussi, dans ses baisses d'impôts, a essayé de favoriser au maximum le pouvoir d'achat de cette classe moyenne pour, je dirais, gratter de la croissance supplémentaire. Mais il y a une condition à ce scénario idéal, c'est que les fruits de cette croissance soient équitablement répartis, ou en tout cas qu'ils profitent au plus grand nombre. C'est un peu la question, c'est un peu le problème. C'est facile à dire comme ça paraît évident, ça paraît logique, mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura quand même une croissance chinoise qui sera beaucoup plus faible, et derrière, qui en profite? Si c'est que la classe la plus aisée, la plus haute, qui capte l'essentiel de cette croissance plus faible, et bien finalement, on n'aura pas une propension à consommer qui sera suffisamment forte pour entraîner l'économie. Alors justement, on a un autre graphique qui est assez
intéressant de mon point de vue, c'est la croissance annuelle moyenne des revenus réels par adulte avant impôt, alors en Chine, aux États-Unis et en France. Et vous voyez que cet histogramme a plusieurs couleurs. Donc en rose, ce sont les 0,001% les plus riches. En vert, c'est le top 1%, donc les 1% les plus riches. En jaune, le top 10. En orange, les 40% qui sont les plus proches de la moyenne des revenus. Et puis, en rouge, les 50% les moins riches. Et on voit qu'aux États-Unis et en France, ce sont tout de même les 0,001% qui ont le plus profité de la croissance des richesses. Ces dernières années, c'est clair qu'on a toujours une dispersion. Donc le risque pour la Chine, c'est de suivre la même pente finalement. La Chine, c'est même exacerbé, c'est beaucoup plus fort que dans les autres pays. Et c'est vrai que le gros risque aujourd'hui, l'enjeu pour le gouvernement chinois, c'est que finalement cette croissance profite à tout le monde. Alors c'est vrai que ça a été un peu masqué en Chine, parce que quand vous avez 6,5% de croissance, même le plus pauvre, sa situation s'améliore. Nous, ça se voit plus peut-être en France ou aux États-Unis, parce que quand vous avez une croissance qui est à 2, voire à 1, on a un ressenti qui est beaucoup plus fort, puisque le 1% finalement il va à très peu de personnes. Donc on a vraiment cette sensation d'être lésé et d'avoir une distribution très, très mauvaise de la richesse. Voilà. Quand vous avez 6,5, ça se voit moins. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un ralentissement et qu'on reste sur cette distribution de richesse qui est très inégalitaire, la croissance chinoise ne pourra que s'essouffler, parce que cette classe moyenne finalement, elle va pas augmenter aussi vite que le projettent aujourd'hui les économistes ou même les investisseurs qui espèrent encore dans ce modèle de croissance chinois. Alors on a encore quelques minutes, Christian, parce que le sujet est passionnant, mais traduction pour les marchés, parce que j'ai ouvert en disant que c'est finalement la guerre sino-américaine, la guerre commerciale sino-américaine était l'arbre qui cachait la forêt. Est-ce que le marché donc est trop focalisé sur ce conflit commercial et omet un peu dangereusement tout ce qui milite pour un ralentissement plus profond de l'économie chinoise? Alors, c'est comme toujours, il y a toujours, on voit les choses structurelles, mais souvent c'est des éléments conjoncturels qui déclenchent. On a eu la dernière crise qui a sûrement mis en évidence des changements structurels de l'économie. Je pense que ce qu'est en train de vivre la Chine, je ne nie pas, les tensions commerciales, ça affecte le moral des agents économiques, ça pèse sur les intentions d'investissement. Je ne dis pas que c'est neutre, conjoncturellement ça a un impact. La seule question, c'est que si demain il y a un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, est-ce que la Chine va repartir immédiatement sur du 6,5, 7% de croissance? Et pour moi, la réponse est non. Elle s'améliorera, il y aura 1 ou 2 trimestres un peu meilleurs parce qu'on réagira positivement, mais derrière ça, je pense qu'il y a des vrais éléments plus structurels qui vont vraiment caper la croissance. Et puis, deuxième enseignement, on voit que les marchés se disent toujours ça va mal en Chine. Alors ça, c'est très visible sur les marchés, notamment les bourses chinoises. Ça va mal, il y a un mauvais indicateur, super, le gouvernement va faire un plan de relance. Et un élément important, je pense que quand on a des éléments structurels aussi forts et démographiques et qu'on a une population active qui n'augmente plus, on peut essayer de faire de la relance conjoncturelle, mais c'est un peu un feu de paille. Ça joue 1 ou 2 mois, puis derrière ça rechute et on retrouve cette croissance de moyen long terme. Et là, ce qu'il va falloir intégrer aujourd'hui, c'est que le gouvernement chinois, il maîtrise beaucoup moins sa croissance et qu'il a beaucoup moins de capacité. Beaucoup moins de marge de manœuvre. Beaucoup moins de marge de manœuvre, et puis surtout, faire de la relance budgétaire, si vous avez une croissance potentielle qui est à 3 et que vous voulez absolument faire du 6, vous n'y arriverez pas. Donc aujourd'hui, il faut aussi intégrer ça, qu'on est dans un vrai changement et qu'on n'a pas à attendre forcément des relances un peu, je dirais, symboliques ou au moins qui n'auront pas d'effet long terme sur les résultats des entreprises. Un dernier mot sur... je précise avant, donc je conclus de ce que vous nous dites, c'est que le marché se leurre un petit peu en estimant que c'est le seul problème et qu'on aura une sorte d'appel d'air si la guerre commerciale sino-américaine arrive à son terme. La traduction tout de même pour les actions chinoises, cette fois, de tout ce que vous venez nous dire, c'est pas très emballant. Est-ce que du coup, c'est tout de même une classe d'actifs à considérer dans un portefeuille? Alors, c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème c'est cette grosse boîte noire qui est les entreprises chinoises, puisqu'on sait qu'il y a des surinvestissements. Qu'est-ce qu'on achète réellement quand on va acheter une entreprise chinoise? Est-ce qu'on achète réellement un potentiel de croissance, ou est-ce que c'est pas une entreprise qui cache dans ses comptes beaucoup d'éléments de surinvestissement? Donc aujourd'hui le marché chinois reste particulièrement risqué. Il a eu beaucoup d'attrait parce qu'on a joué cette croissance, et finalement beaucoup d'investisseurs ont joué indirectement beaucoup la croissance chinoise en achetant les entreprises exposées à ce marché. Donc
Donc aujourd'hui, c'est vrai que à moyen long terme, je ne dis pas que conjoncturellement sur une bonne nouvelle autour de M. Trump, ça ne rebondira pas, mais sur le moyen long terme, on peut être que prudent sur cette croissance chinoise. Donc aujourd'hui, attention, tout n'est pas la faute de Trump. Il y a aussi des vrais challenges au niveau de la Chine à aujourd'hui trouver des modèles de croissance durable. Christian, merci.